Le basket, on ne vous apprend rien, est un sport de grands, voire de très grands. Sur le sol US actuellement, toutes nationalités confondues, il y aurait actuellement entre 80 et 100 personnes, entre 20 et 40 ans, mesurant 7 pieds ou plus, c'est-à-dire plus de 2,13 m. Et bien l'an dernier, 25 d'entre eux évoluaient en NBA, c'est-à-dire un bon quart. Cela montre à quel point être grand ouvre facilement les portes du basketball professionnel. Du coup aujourd'hui nous allons nous intéresser non pas seulement aux grands joueurs en taille, mais aux géants qui eux mesurent ou mesuraient 7 pieds 3 ou plus, c'est-à-dire qui au minimum taillaient à 2,20 m et qui ont marqué l'histoire de la ligue. Notons pour être complet qu'aux États-Unis les basketteurs sont mesurés en chaussures, contrairement à la norme européenne. Si nous voulons ramener leur mensuration à ce que nous avons l'habitude de connaître, il faut donc probablement enlever 3 bons centimètres à la taille de chacun des joueurs que nous allons évoquer aujourd'hui. Du coup, on va faire ça par ordre de taille, avec les chiffres américains, du plus petit, si on peut dire, au plus grand, et le tout premier joueur de l'histoire à 7 pieds 3, soit 2,21 m, se nomme Swed Albrook. Bon lui, si on en parle, ce n'est pas vraiment parce qu'il a marqué la ligue d'un point de vue basket, contrairement à la plupart des autres que nous citerons ensuite. Parce que oui, Albrook en fait n'a joué que 2 petites saisons en NBA au début des années 60, sous le maillot des Syracuse Nationals, pour des stats somme toute pas trop mal, autour des 6 points et 6 rebonds de moyenne. Mais pour résumer quand même, lors des 79 petits matchs qu'il a passés dans la ligue, il était un vrai point d'ancrage pour les Nats, et clairement il était capable de bien embêter un joueur comme Wilt Chamberlain qui souvent galérait face à Albrook. Malheureusement, des soucis articulaires ne lui permirent pas de durer dans le sport de haut niveau, mais le pire c'était quand même son comportement. Depuis la fac, le gars a pris pour habitude de disparaître parfois pendant plusieurs semaines consécutives, et cette mauvaise habitude continuait en NBA. Le mec était alors introuvable, nul ne savait où il se cachait, et lui bien sûr ne disait rien. Ne pas trouver un mec qui mesure 2,20 m, c'est quand même le comble. En mixant ça et son hygiène de vie catastrophique de ce qu'il se disait, qui a amené pas mal de blessures, on imagine bien qu'il n'ait pas pu avoir une importante longévité dans la grande ligue. Mais bon, peu importe, nous nous rappellerons de Swed Albrook comme le premier géant de l'histoire NBA, et même comme le plus grand clown de toute l'histoire des États-Unis, vu qu'il s'est ensuite orienté vers le cirque du côté de Portland. Ça devait être cool à voir. Mais pour ce qui est de la grande ligue qui nous intéresse aujourd'hui, il a fallu attendre l'année 1982 pour que nous puissions à nouveau voir un joueur de 7 pieds 3 ou plus. Albrook, pendant plus de 20 ans, a donc détenu le statut de plus grand joueur de l'histoire au niveau de la taille, et rien qu'avec ça, il avait pu se faire un nom. Par contre, a priori, de ce qu'il se dit en tout cas, depuis son décès en 1988, nous n'avons toujours pas trouvé de plus grand clown. Si en 1982, 2 joueurs de 7 pieds 4 sont arrivés dans la ligue pour dépasser Albrook, on parlera d'eux après, en 1983, un autre joueur de 2,21 m a lui aussi fait ses débuts, Randy Brewer. Lui, après une grosse carrière universitaire dans le Minnesota, obtint plutôt le rôle de journeyman pendant son passage de 11 saisons dans la grande ligue. Aperçu chez les Bucks, les Wolves, les Hawks et les Kings, il fut capable de réaliser une saison à 12 points et 7 rebonds en 1988, c'est déjà pas mal. Lors de cette campagne, il a même réalisé une très grosse perf à 33 points, 11 rebonds et 4 contre. Il avait donc du basket, pas que des centimètres. Bon après, la globalité de ses chiffres en carrière sont moins fous, autour de 7 points, 4 rebonds et 1 contre de moyenne. Néanmoins, avec ses 7 pieds 3, il réussit tout de même à tirer son épingle du jeu et il nous paraissait important de lui faire honneur aujourd'hui dans notre vidéo sur les géants. Mais enchaînons maintenant avec un autre joueur de 7 pieds 3 que vous connaissez forcément beaucoup plus car il est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs basketteurs européens de toute l'histoire, Arvydas Sabonis. Après avoir absolument tout raflé sur le vieux continent, aussi bien individuellement que collectivement, le Lituanien décide de faire enfin le grand saut vers la NBA à l'âge de 31 ans, en 1995, malgré sa draft datant de 1986. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, avec les différents blocus et la communication compliquée entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide, Sabonis n'a même pas pu réfléchir à faire le grand saut, car lui-même ne savait pas qu'il avait été drafté, et ne l'a pris que des années plus tard, lunaire. Les fans de basket américains regretteront d'ailleurs largement qu'il n'ait traversé l'Atlantique que si tard, vu comment il aurait pu aussi dominer dans la grande ligue bien plus tôt s'il avait été en bonne santé. Quand on voit comment il avait dominé David Robinson lors de la finale des JO de 1988, on ne peut que rejoindre largement cette idée. Parce que ouais, même si Sabas est arrivé aux US avec un dos complètement en vrac suite à de nombreuses blessures en Europe, et notamment une rupture du tendon d'Achille, ainsi que de grosses difficultés pour se déplacer, on se rappelle encore de lui aujourd'hui comme l'un des meilleurs pivots passeurs de l'histoire, tant sa vision de jeu était hallucinante. Bill Walton avait même dit de lui qu'il était comme un Larry Bird enfermé dans un corps de géant,
et c'est vrai qu'il y a de ça. En seulement 7 saisons en NBA, même diminué, Arvidas a tourné à plus de 12 points, 7 rebonds et un contre en carrière, tout en ayant réalisé une saison à 16-10. Cela lui a valu d'être élu dans la All-Rookie Team de 1996, l'un des plus vieux rookies de l'histoire, mais aussi d'être intronisé au Hall of Fame pour l'intégralité de son œuvre. Même s'il fut dépassé un an plus tard par Ralph Sampson, dont nous parlerons aussi, Sabas en 2011 devint le plus grand joueur de l'histoire, en taille encore une fois, à recevoir cet honneur du Hall of Fame. C'est pas mal quand même. Notons que son fils Domantas, qui actuellement joue aux Kings, est lui plus petit. Ceci dit, avec une taille de 2m11, il a quand même bien hérité de certains attributs physiques de son paternel. Toujours dans les 7 pieds 3, à partir de 1997, nous avons pu rencontrer en NBA un autre lituanien, même s'il est né sur le sol US, Zydrunas Ilgauskas. Connu essentiellement pour son passage à Cleveland, qui a duré entre 1997 et 2010, et où il a son numéro 11 retiré, même s'il a fini sa carrière à Miami, le grand Z était un pivot dominant. Après avoir été All-Rookie en 1998, il a pu participer au All-Star Game en 2003 et en 2005, afin de gonfler encore son palmarès. Collectivement, les finales 2007 disputées avec LeBron restent probablement à ce jour son plus grand accomplissement en carrière. Même si lui aussi a connu pas mal de blessures, on se rappellera tout de même de lui comme un shooter à mi-distance très adroit et comme un excellent rebondeur. Malgré une mobilité peu développée, il compensait tout à fait par son physique, ses bonnes mains et son sens du jeu. Le mec a même d'ailleurs tellement marqué la franchise des Cavs qu'en 2012, il a obtenu un rôle dans le front office. Il était donc impossible de ne pas évoquer son nom aujourd'hui. Enfin, terminons les 7 pieds 3 avec deux joueurs, tous les deux européens et tous les deux encore actifs, à commencer par Boban Marjanovic. Le Serbe, malheureusement pour lui, est arrivé dans la grande ligue à la mauvaise époque. Aujourd'hui, on demande de plus en plus aux pivots d'être mobiles, de shooter et de switcher en défense, ce que Boban est incapable de faire. Lui, il est plutôt un spécialiste du jeu au poste, avec son toucher et ses mains gigantesques, et ça représente des qualités de moins en moins utilisées dans la NBA moderne. Cela ne l'a pas empêché de faire une saison à plus de 7 points et 4 rebonds en 2019, malgré un temps de jeu aléatoire, tout en montrant qu'il avait de vraies qualités pour le basket, lui qui avait été élu dans la First Team de l'Euroleague en 2015. Ce qui est assez unique, c'est que dans la famille de Boban, personne ne mesure plus d'1m75, mais lui, en étant atteint de ce que l'on appelle le syndrome du gigantisme, n'a jamais cessé de grandir, dépassant alors vite son père de plusieurs têtes. Notons également que son caractère hyper attachant et son physique atypique lui ont permis de jouer dans bon nombre de séries, de pubs et de films, dont certains avec son pote de toujours Tobias Harris. Sa reconversion post-basketball est donc peut-être déjà toute trouvée. Puis dans un profil complètement différent, toujours à 2m21, nous avons Kristaps Porzingis, le laiton. Ce qui est fou, c'est que dans notre liste, il est le seul qui n'évolue pas forcément au poste de pivot, vu qu'en carrière, il a été également largement utilisé au poste 4. En effet, l'intérieur, qui évolue actuellement aux Wizards, a très vite plu aux scouts par son profil unique. Avec son tir et sa mobilité, il est probablement le premier qui a popularisé l'expression de licorne dans le basket, ces joueurs immenses capables d'absolument tout faire sur le parquet. Cela lui a valu d'obtenir une sélection dans la All-Rookie Team en 2016 avant d'être All-Star avec les Knicks en 2018. Malheureusement pour lui, de nombreuses blessures l'ont jusque-là largement écarté du destin qui lui était promis à ses débuts. Voyons désormais s'il arrive à rester en bonne santé du côté de Washington et à relancer sa carrière, c'est tout ce que l'on peut lui souhaiter. Allez, maintenant on passe à l'étage supérieur, les joueurs de 7 pieds 4. Soit 2m24. Et là, directement avec Mark Eaton, nous avons un très gros client. Ayant passé l'intégralité de ses 11 saisons à Utah, il possède un palmarès long comme le bras. Alors ok, si on ne regarde que ses 6 points et 8 rebonds de moyenne en carrière, c'est bien, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, ce qu'il faut savoir avec Eaton, c'est qu'il est tout simplement l'un des meilleurs contreurs all-time, lui qui a fait une campagne à 5,6 blocs de moyenne par match. C'est complètement ouf, personne dans l'histoire n'a fait mieux. Cela lui a permis de finir 4 saisons en tant que meilleur contreur de la ligue, d'être élu 5 fois dans les Team All-Defensive, de glaner 2 trophées de Depoy et même d'être All-Star en 1989. Pas mal, non? Il a même pu voir en 2010 son numéro 53 retiré par le Utah Jazz. Ça montre à quel point lui aussi a marqué sa franchise. Ce qui est marrant à savoir, c'est qu'au départ, même s'il jouait au basket, Eaton ne faisait pas du tout l'unanimité au vu de ses limites offensives, et son avenir lui-même le voyait plutôt en tant que mécanicien, comme son père, lui qui au lycée étudiait pour ça. C'est finalement un assistant de UCLA qui lui a fait confiance, et il a eu raison, parce que la suite on la connaît, elle est belle. Passionné de VTT, qu'il pratiquait encore beaucoup à la fin de sa carrière de basketteur, cela lui a été fatal, lui qui nous quitta l'an dernier, en 2021, suite à un accident connu à peine quelques rues à côté de chez lui. Notons qu'à sa draft, c'est Eaton qui devint le plus grand joueur de l'histoire, retirant ce statut à Swed Albrook que nous évoquions précédemment, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Enchaînons désormais avec Ralph Sampson, qui lui arriva en 1983, rejoignant ainsi Eaton parmi les joueurs de 7 pieds 4 en NBA. Lui, dès sa fac du côté de Virginia, c'était une légende, mais vraiment. Élu 3 fois joueur universitaire de l'année aux États-Unis, il devint ensuite sans surprise le numéro 1 de la draft 1983, en étant choisi par les Houston Rockets. Là-bas, vite rejoint par Hakeem Olajuwon pour former un duo de Twin Towers impressionnant, il commence
commença sa carrière NBA sur les chapeaux de roue, tournant à plus de 20 points, 10 rebonds et 2 contre de moyenne sur ses 3 premières saisons dans le Texas. Malheureusement, lui aussi connut une carrière ruinée par les blessures, notamment au genou, articulation sur laquelle il dut subir pas moins de 3 opérations. Après ça, il n'était plus le même joueur, voyant ses stats diminuer année après année en passant par différentes équipes, comme les Warriors, les Kings ou encore les Bullets. Un vrai destin gâché. Notons néanmoins qu'il fut Rookie of the Year en 1984, qu'il fut All-Star lors de chacune de ses 4 premières saisons dans la Grande Ligue, MVP du All-Star Game 1985, année lors de laquelle il fut également élu All-NBA. Des distinctions, ça commence à en faire un sacré nombre, surtout dans un laps de temps si faible. Son moment le plus légendaire prit probablement place lors des finales de conférence 1986 lorsqu'il inscrit un gros game winner sur la tronche des Lakers Showtime, alors éliminé en 5 matchs. Aujourd'hui encore, il regrette d'avoir trop précipité ses différents retours à la compétition suite à ses opérations, plutôt que de prendre un temps suffisamment raisonnable pour se rééduquer de manière convenable. Alors c'est frustrant, c'est certain, mais ça n'empêche pas Ralph Sampson d'être encore considéré de nos jours comme l'un des tout meilleurs géants de l'histoire du basket. Dernier joueur de 2m24 que nous évoquerons aujourd'hui, Rick Smits, probablement le meilleur basketteur hollandais de tous les temps. Lui, dans les années 90, il était tout simplement une plaque tournante de la NBA au poste de pivot, sous le maillot des Pacers, avec lesquels il passa l'intégralité de sa carrière. Deuxième choix de la draft 1988, il fut directement élu dans les All-Rookie Teams, avant de devenir All-Star en 1998, puis d'atteindre les finales NBA face aux Lakers en 2000, juste avant sa retraite. Né à Eindhoven, il a commencé le basket sur le tard, à 14 ans, mais son talent et sa taille lui ont vite permis de prendre la direction des États-Unis, à l'âge de 18 ans. Là-bas, il a d'abord marqué sa petite fac de Marist, qui l'a amené à la March Madness pour la première fois de son histoire, avant de briller également en NBA. Lui est passionné de motocross et possède même un circuit dédié à cette activité dans sa propriété de l'Indiana. Quand on connaît certains destins tragiques des géants sur deux roues, on va continuer à l'évoquer juste après, espérons que lui connaisse un meilleur sort que ses congénères. Parce que oui, là directement, on monte de 2 étages pour parler des joueurs de 7 pieds 6, soit 2m29, à commencer par Shawn Bradley. Lui, vous le savez peut-être, est aujourd'hui paraplégique suite à un accident de vélo, connu en 2021, décidément. Mais bref, parlons de choses plus joyeuses et évoquons plutôt ce qu'il a fait du côté de la balle orange. Né en Allemagne, de parents américains, dans une base militaire US, il a cependant grandi aux États-Unis, du côté de l'Utah. Ses parents étaient déjà très grands, 2m03 pour son père par exemple, mais à l'âge de 13 ans, Shawn le dépassait déjà, étant donc promis à une croissance impressionnante. Continuant à gagner des centimètres année après année, il devint l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son lycée, brillant lors de plusieurs matchs exhibition et faisant déjà saliver un bon paquet de scouts NBA. Il fut ainsi choisi à la 2e place de la draft 1993 et avec ses 8 points, 6 rebonds et 2 contre de moyenne, il fit une carrière plutôt honorable dans la Grande Ligue. S'il connut le top de sa popularité lors de sa participation au légendaire film Space Jam sorti en 1996, on se rappelle tout de même de lui pour des raisons moins glorieuses. Au vu de sa taille et de son investissement en défense, couplé à son caractère hargneux qui l'a mené à être impliqué dans plusieurs bagarres, il est rapidement devenu la cible de la plupart des gros dunkers qui se lançaient régulièrement le défi de le postériser de la façon la plus violente possible dans la raquette. Il fut même le figurant principal d'un documentaire réalisé par ESPN sorti en 2008, le nom Posterized, ça ne s'invente pas. Cela montre à quel point sa propension à se retrouver du mauvais côté sur les tomards était connue outre-Atlantique. N'empêche que bon, il serait quand même injuste de ne pas se rappeler de certaines grosses saisons qu'il a pu réaliser à Philadelphie, New Jersey et surtout Dallas. Même si nous aimons bien nous moquer de Shawn Bradley, il était tout de même un grand joueur de basket et pas que par la taille. Et justement, en parlant de bons joueurs de basket, mesuré à 7 pieds 6, lui aussi, nous devons bien sûr évoquer Yao Ming, qui est probablement le meilleur géant de l'histoire en termes de balle orange. Si bien sûr, il a souvent profité de son immense popularité en Chine pour obtenir un nombre de votes démesuré lors de plusieurs All-Star Games, il reste cependant injuste de dire que ses 8 sélections au match des étoiles ne sont pas au moins partiellement méritées. Notons quand même qu'il est le seul joueur de l'histoire, avec Julius Erving, à avoir été titulaire lors de chacune de ses saisons dans la Grande Ligue, même lorsqu'il ne jouait pas, et c'est vrai que là il y a de l'abus. Néanmoins, ses 5 élections dans les teams All-NBA par exemple, mais aussi son intronisation au Hall of Fame en 2016, ça, la population chinoise n'y est pour rien. Superstar en Asie, continent sur lequel il est probablement l'un des tout meilleurs sportifs de l'histoire, il fut choisi avec le premier choix de la draft en 2002 par les Rockets, où il passe l'intégralité de sa carrière. Très mobile, super adroit, doté d'excellentes mains, mais aussi de super moves qui lui permettaient d'amplement dominer dans la peinture, il fit partie de ces géants qui à leur échelle révolutionnèrent le poste de pivot en NBA. Il participa également à remettre la franchise de Houston sur la carte, qui depuis la retraite d'Hakeem Olajuwon tombait dans l'oubli, les aidant à revenir sur le devant de la scène aussi bien sportivement que commercialement. Les inspirations asiatiques du logo des Rockets, vous pensez qu'elles viennent d'où? Eh bien de Yao Ming évidemment, qui année après année battait des records de vente de maillots au sein de l'Empire du Milieu. Et ceux qui pensent qu'il n'était qu'un phénomène de foire se trompent, vu qu'en carrière il tourne à 19 points, 9 rebonds et 2 contres, tout en ayant atteint les 25 points de moyenne en 2007. Ça envoie pas mal, non? Quand on parle de lui comme
probablement le meilleur joueur de 2m20 ou plus ayant évolué en NBA, ce n'est pas par hasard. Notons que lui aussi bénéficiait d'une excellente génétique, vu que son père mesurait 2m01 et que sa mère, elle, affichait 1m91 sous la toise. Marié à une basketteuse chinoise, qui elle aussi mesure 1m91, Yao a également une fille, qui aujourd'hui a 12 ans, et pourrait elle aussi battre des records en termes de mensuration, vu que la jeune basketteuse, qui suit la voie de ses parents, mesure déjà 1m80. Néanmoins, pour revenir au pivot, même s'il a définitivement marqué la NBA de son empreinte, on pourra regretter que lui aussi ait connu de nombreuses blessures, synonyme de plusieurs coups d'arrêt dans sa carrière. Comme quoi, si les centimètres aident bien souvent à accéder au monde professionnel, taille exagérée et sport de haut niveau ne font souvent pas bon ménage. Terminons avec les deux plus grands basketteurs de toute l'histoire NBA, à commencer par Manute Bol, 7 pieds 7, soit 2m31, à qui nous avons réservé une vidéo en entier, dans sa vie trépidante. Pour connaître les nombreuses anecdotes, les mystères qui l'entourent, mais aussi la vie de ce personnage à part, nous invitons à aller y jeter un coup d'œil. Alors même si nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de son parcours complètement unique aujourd'hui, nous retiendrons tout de même que défensivement, il était un sacré client. Très limité en attaque, il brillait néanmoins dans le domaine du contre, avec 3,3 blocs en carrière et une saison 1985-1986 avec 5 cakes de moyenne par rencontre. Tragiquement décédé en 2010, nous nous rappellerons de lui pour ses bonnes perfs sur le terrain qui lui ont permis d'être All-Defensive en 1996, mais aussi pour sa philanthropie, lui qui a usé une bonne partie de sa vie à œuvrer pour différentes associations caritatives. Il est également le père de Bol Bol, 2m18, qui malgré de vraies promesses montrées à l'université, peine aujourd'hui à se faire une place dans la grande ligue. Espérons pour lui, 22 ans aujourd'hui, qu'il puisse encore rebondir afin de suivre au mieux les traces de son paternel. Enfin, concluons cette vidéo par un dernier géant bien connu en France puisqu'il s'agit du roumain Georges Mureșan, passé notamment par les couleurs de l'élan Béarnais Orthez. Mesuré à 7 pieds 7, lui aussi, il semblait tout de même un poil plus grand que Manute lorsque les deux étaient côte à côte, lorsqu'ils partageaient le même maillot à Washington, le temps de 2 petits matchs. Il est donc a priori le plus grand basketteur que toute l'histoire de la NBA ait pu connaître. Par contre, comme Boban, lui non plus n'était pas promis à battre de tels records sous la toise, vu que ses parents, et même ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, possédaient tous une taille bien plus commune. Néanmoins, lui aussi souffrait du syndrome du gigantisme, qui pendant son adolescence a largement amplifié sa croissance. Alors ok, il n'a jamais été All-Star ou All-NBA, mais ne pensez pas qu'il était juste l'un de ces grands seulement présents sur les terrains grâce à sa taille, et qui ne possédait aucun talent pour le basket. MIP en 1996, après une saison à plus de 14 points, 9 rebonds et 2 contres, il a aussi terminé meilleur joueur de la ligue 2 saisons de suite en termes de pourcentage au tir, même si c'est vrai, il ne s'éloignait que très peu du cercle. Malheureusement, après seulement 6 saisons en NBA, il dut prendre sa retraite, en raison de blessures au dos qui l'empêchaient de plus en plus de se déplacer et de courir sur un parquet. Il fit alors un bref retour à Pau, où il remporta à nouveau le titre de champion de France en 2001, mais définitivement à seulement 29 ans, il n'était plus le joueur qu'il était quelques années plus tôt. Désormais, c'est plutôt dans des pubs ou dans des films que nous pouvons apercevoir le physique atypique de Mureșan, mais ne pensez pas qu'il ait attendu sa retraite pour passer devant les caméras, vu qu'il a même participé en 1999 au clip My Name Is d'Eminem dans le rôle d'un ventriloque. Notons pour finir qu'avec sa femme Liliana, ils ont un fils, Victor, qui lui, du haut de ses 2m08, évolue actuellement à l'université de Georgetown. Cependant, son très faible temps de jeu semble laisser penser que lui non plus ne connaîtra pas la même carrière que son paternel. Quoi qu'il en soit, Gizza, comme on l'appelait régulièrement, mérite définitivement sa place dans la longue liste de ces géants qui, autrement que par leur taille, auront réussi à marquer la NBA dans leur carrière. Être grand est forcément un avantage, comme on l'a dit dans la grande ligue, mais aujourd'hui, avec des joueurs comme Taco Fall, ou même dernièrement, avec des Sim Bullard, des Walter Tavares, ou même des Hashim Thabit, même si c'est plus vieux, on voit que ça ne fait pas tout. Chapeau bas donc à tous ces joueurs très grands qui ont réussi à performer en NBA, en espérant désormais que le français Victor Wembanyama, 2m21, suive un chemin encore plus glorieux que tous ses prédécesseurs. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.